Merci à vous encore d'être là cet après-midi. Merci à ceux qui sont restés en visio. On a essayé de régler le problème des diapos flous en visio. Normalement, ça devrait être plus net. Et désolé des petits retards qu'on prend sur le programme. On est un peu dérangé par les petits problèmes techniques. Parlons de cet après-midi. Nous avons 2 sessions. Après la pause café à 16h, Eric Arnal-Burchi, ici même, un artiste-chercheur, interviendra pour cette session artistique. Mais d'abord, Gauvin Lecomte et Julien Bernard vont donner 2 conférences qui converront la session consacrée au réalisme scientifique en cosmologie. Le réalisme scientifique, par opposition à l'antiréalisme, défend la thèse optimiste selon laquelle la science a pour objectif de décrire littéralement la réalité, de décrire fidèlement la nature. Et que la méthodologie qu'elle emploie se donne la capacité d'atteindre cet objectif. Comme l'écrit Gauvin Lecomte dans son abstract, nos meilleures théories ne seraient pas seulement empiriquement adéquates, mais elles seraient vraies. C'est-à-dire qu'elles représenteraient adéquatement la réalité telle qu'elle existe, indépendamment de toute appréhension de l'esprit. L'argument principal sur lequel se fonde la thèse du réalisme scientifique est celui de l'absence de miracle. C'est-à-dire que nos théories scientifiques sont capables de réaliser des prédictions qui ne sont pas connues a priori et qui sont ensuite réellement observées. La seule explication que l'on peut trouver de cet incroyable succès est que nos théories sont vraies, qu'elles décrivent bien la réalité. Par opposition, l'antiréalisme conçoit les objets et les lois qui composent nos théories scientifiques comme des outils pour expliquer et prédire les phénomènes observés. Des outils, des fictions commodes, des conventions, mais qu'elles n'ont pas d'existence en tant que telles. L'argument principal de l'antiréaliste est celui de l'induction pessimiste. C'est-à-dire que l'histoire des sciences révèle de nombreux exemples de théories qui ont rencontré un certain succès et qui se sont ensuite avérées fausses. Il n'y aurait pas de raison pour que nos théories actuelles ne soient pas remplacées par le futur par de meilleures théories. Finalement, l'histoire de science ne serait pas une histoire de succès, comme le prétend le réaliste, mais une histoire d'échec. Qu'en est-il de ces arguments appliqués à la science de l'univers, cette science au statut épistémologique si particulier? C'est la question à laquelle Gauvin Lecomte se propose de répondre. Ce qu'implique notre modèle cosmologique correspond-il à la réalité du cosmos? J'espère avoir donné quelques éléments ce matin en faveur des 2 camps à propos de la matière noire. D'un côté, la manifestation d'une masse manquante qui apparaît dans plusieurs de nos modèles théoriques ne peut avoir qu'une seule explication, la réalité de la matière noire. De l'autre, une nouvelle théorie de la gravitation qui pourrait apparaître comme meilleure pour décrire les phénomènes observés. Et si on considère la façon dont le modèle standard, c'est-à-dire avec la matière noire, et la théorie de la gravité modifiée décrivent les mécaniques galactiques, on se rend compte que les 2 modèles théoriques différents peuvent obtenir des prédictions, ou du moins des explications empiriquement équivalentes. Est-ce que cela n'illustre-t-il pas la distance qu'il y a entre nos modèles, nos théories et la réalité ? Et pour ce qui est de l'énergie noire, serait-ce une nouvelle forme d'éther vouée à disparaître de notre paysage scientifique? On se posait la question plus tôt ce matin. Un nouvel éther, c'est-à-dire une substance subtile, distincte de la matière et permettant de fournir ou transmettre des effets entre les corps, comme les Grecs ont eu besoin pour expliquer le mouvement des planètes sans force appliquée, comme on a eu besoin avant Maxwell pour que la lumière soit une onde qui se propage dans un milieu matériel, peut-être comme on en a besoin aujourd'hui pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Justement, Julien Bernard présentera un espace-temps immatériel postulé par Einstein et Weil, on en a parlé ce matin, qu'ils ont appelé éther. Mais avant cela, je laisse la place à Gauvin Lecomte pour sa conférence intitulée « Expérimenter dans le laboratoire de l'univers, réalisme scientifique et cosmologie ». Merci. Merci énormément, Simon, pour cette présentation. Et je remercie bien évidemment tous les organisateurs et organisatrices. Tu veux que je me rapproche un peu? Je pense, oui. Ok, j'ai pas envie que ça recrée de l'écho. Allez. Bon, merci beaucoup de votre patience. Donc, je suis comme il y a des gens qui sont sur Zoom qui n'ont pas entendu l'introduction qu'a fait Simon, je vais revenir un petit peu dessus. Mais tout d'abord, je me présente. Voilà, je m'appelle Gauvin Lecomte-Chevillard. Je suis ravi d'être là. Je remercie les organisatrices et les organisateurs. Merci beaucoup, notamment Simon et Julien. Et je suis ravi de pouvoir vous présenter mes recherches en philosophie de la cosmologie. J'ai commencé à faire ces recherches
vers 2013-2014, quand j'étais en train de faire ma thèse en philosophie des sciences. Je ne suis pas cosmologiste, je suis uniquement en philosophie des sciences. Depuis ce temps-là, j'ai l'impression qu'il y a deux manières, en fait, d'aborder la cosmologie avec un regard de philosophe des sciences. La première manière consiste à prendre un problème ou une hypothèse qui existe aujourd'hui dans le champ de la cosmologie et aborder ce problème ou cette controverse avec les outils conceptuels de la philosophie des sciences. Ça, c'est ce que je ferai demain en abordant la question du multivers. Et l'autre manière de faire collaborer la philosophie des sciences et la cosmologie consiste à utiliser cette science très particulière qu'est la cosmologie pour tester certaines de nos hypothèses, certaines de nos théories qu'on a en philosophie des sciences. Et ce que je vais faire aujourd'hui, en mettant le réalisme scientifique à l'épreuve de la cosmologie, c'est-à-dire en regardant si nos arguments pour ou contre le réalisme scientifique tiennent bien lorsqu'on essaye de les appliquer à la science de l'univers. En gros, je vais aborder peut-être la question la plus ambitieuse qui soit, qui est de savoir est-ce que l'univers existe ? Ou en tout cas, est-ce qu'il existe tel que nos meilleurs modèles de cosmologie disent qu'ils existent ? Est-ce que nos meilleurs modèles scientifiques, on peut dire qu'ils représentent fidèlement la réalité ? Et attention, quand on parle de cosmologie, alors, quand on parle de... Voilà. Lorsqu'on parle de réalisme scientifique et qu'on se demande si nos théories sont vraies, on ne se demande pas seulement si elles sont empiriquement adéquates. Alors on est d'accord pour dire que nos meilleures théories représentent bien les observations, sinon elles auraient été éliminées. D'accord ? Ce que l'on veut savoir, ce n'est pas seulement si elles sont empiriquement adéquates, c'est savoir si les hypothèses fondamentales, qui, elles, ne peuvent pas être directement confrontées aux observations, sont vraies, c'est-à-dire représentent la réalité telle qu'elle est. Donc si par exemple je suis réaliste par rapport au Big Bang, ça veut dire que je pense qu'il y a réellement eu dans l'histoire de l'univers un Big Bang, même si je ne peux pas l'observer directement, je pense que c'est un événement réel, comme la bataille de Waterloo ou l'invention du tire-bouchon. D'accord ? C'est des épisodes qui sont vraiment passés dans l'histoire. Et inversement, si je suis anti-réaliste, eh bien, c'est que je considère que le Big Bang ne s'est peut-être pas produit, mais que de toute manière, savoir s'il s'est produit ou non, ce n'est pas la question. Être anti-réaliste, c'est penser que nos hypothèses fondamentales ne sont ni vraies ni fausses. Elles sont juste là pour organiser nos observations, en prédire de nouvelles découvertes, et que, du coup, l'objectif de l'activité scientifique n'est pas la vérité, ou en tout cas pas son unique objectif. Et défini ainsi, le débat entre réaliste et anti-réaliste, c'est un des plus anciens débats qui existent en philosophie, et notamment en philosophie des sciences, puisque ça remonte au moins à Platon et au Timée de Platon, qui est le premier texte de cosmologie complet qui nous soit parvenu. Alors bien évidemment, je n'ai pas le temps de faire toute l'histoire, moi je vais me concentrer sur les philosophes des sciences actuelles et sur le débat actuel qu'il y a entre réalistes et anti-réalistes. Mais il faut voir aussi qu'il y a eu, au sein des communautés scientifiques, des questions sur le réalisme scientifique. Ce n'est pas un questionnement qui est réservé aux philosophes. Vous trouvez aussi chez certains scientifiques des questionnements. Est-ce que nos théories sont juste des instruments pour faire des prédictions, ou est-ce que ce sont des miroirs de la réalité? Et vous en trouvez surtout chez les cosmologistes, ou chez les cosmologues, qui sont prompts à s'interroger sur la vérité des modèles de cosmologie. Pourquoi ? Parce que, comme on a vu ce matin, la cosmologie est une science qui s'occupe beaucoup d'objets sombres. Donc on peut se demander s'ils existent ou non, les trous noirs, l'énergie sombre, la matière noire, etc. Mais aussi parce que l'objet même de la cosmologie, c'est-à-dire l'univers, la structure physique qui englobe les autres systèmes physiques, est une structure, est un objet dont on peut se demander s'il a le même degré de réalité que les autres systèmes. Est-ce que l'univers existe comme, je ne sais pas, comme cette table existe, comme d'autres systèmes physiques existent? C'est pas sûr. Et quand vous regardez l'histoire de la cosmologie, et que vous regardez les positions philosophiques de certains physiciens, physiciennes qui ont une grande importance dans l'histoire de la cosmologie, ben vous allez trouver pas mal d'anti-réalistes, notamment Einstein, Edward Milne, Arthur Eddington, ont des positions qui sont très proches de l'anti-réalisme. Et pour prendre des personnages modernes, actuels, des gens comme Aurélien Barraud, David Merritt ou Thomas Lepelletier, qui est aujourd'hui un philosophe des sciences, mais qui a une formation d'astrophysicien,
et qui vient de faire paraître un bouquin qui s'appelle « L'univers existe-t-il ?» On ne peut pas faire plus clair comme titre de bouquin. Et il explique dans ce livre qu'il donne des arguments pour essayer de montrer que l'univers n'est pas un concept qui a une contrepartie objective. L'univers serait plutôt un concept heuristique nous permettant d'organiser nos observations et non pas un système physique comme les autres systèmes physiques. Donc voilà, vous avez d'un côté des philosophes qui se posent des questions sur le réalisme scientifique, de l'autre des cosmologistes qui, eux, se posent des questions sur le réalisme de leur discipline, de leur théorie, mais bizarrement, ces deux mondes communiquent assez peu. Comme le faisait remarquer en 1994 Jacques Merleau-Ponty, un des seuls à justement essayer de faire communiquer ces deux mondes de la philosophie et de la cosmologie, depuis 40 ans, la cosmologie et la philosophie, et notamment la philosophie des sciences, n'ont cessé de prospérer chacune de son côté. Et paradoxalement, ce sont plutôt les cosmologues eux-mêmes qui se sont risqués à la réflexion et à la spéculation philosophique. Eh bien moi, ce que je vais essayer de faire ici, c'est tout simplement d'essayer de faire se communiquer, collaborer ces deux mondes, le monde des réflexions spéculatives en cosmologie et le monde des débats philosophiques, en posant ces deux questions. Peut-on appliquer les arguments philosophiques en faveur du réalisme ou en faveur de l'antiréalisme aux théories cosmologiques actuelles, mais aussi se demander, est-ce que cette science très particulière qu'est la science de l'univers ne nous force pas à repenser nos positions philosophiques, repenser nos arguments? Et comme il y a deux grands arguments en faveur du réalisme scientifique aujourd'hui, j'aurai un plan en deux parties. D'abord, on regardera le premier argument, qui est l'argument du miracle, ou de l'absence du miracle, dont parlait Simon tout à l'heure. Et après, on regardera l'argument expérimental, et on va voir est-ce que ça marche bien quand on essaye de les appliquer à la cosmologie et à son histoire. Ça va, tout est clair? Alors, d'abord, premier argument, l'argument du miracle. Cet argument, il tire son nom d'une réflexion de Putnam, dans un article sur la référence, où Hilary Putnam dit « Le réalisme est la seule philosophie qui ne fasse pas du succès de la science un miracle, un hasard miraculeux. » Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une intuition assez simple. C'est que si nos théories étaient complètement fausses, nos théories scientifiques étaient complètement fausses, c'est-à-dire que leurs hypothèses fondamentales ne décrivaient pas du tout la réalité, comment ça se fait qu'elles aient des conséquences, notamment des conséquences prédictives, qui, elles, semblent bien fonctionner? Comment une théorie qui est complètement fausse pourrait nous dire, par exemple, écoutez, il y a une particule que vous n'avez pas encore découverte, cette particule, non seulement je vous dis qu'elle existe, en plus je vous dis à quel niveau d'énergie la chercher et avec quel instrument la détecter. Et puis on fait l'expérience et paf, ça marche, on trouve la particule prédite. Apparemment, une théorie qui serait complètement fausse serait incapable de faire ça. Ce serait comme si j'arrivais à retrouver mon chemin dans les rues de Marseille avec un plan de la braderie de Lille. Ça paraîtrait très étonnant, ça paraîtrait un hasard miraculeux. Donc quand on essaye de formuler cet argument du miracle, enfin de l'absence de miracle, de manière un petit peu rigoureuse, on se rend compte que c'est ce que vous avez là. Cet argument n'est pas une déduction, c'est pas une induction, c'est ce qu'on appelle une abduction, c'est-à-dire une inférence à la meilleure explication. T est une théorie qui a connu des succès prédictifs surprenants. Si T est totalement fausse, alors ces succès sont inexplicables, à moins d'un miracle. Si T est vrai ou partiellement vrai, ces succès sont explicables, donc T est vrai ou partiellement vrai. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cet argument, il y a des ouvrages entiers de philosophie des sciences qui ont été écrits pour le décortiquer dans chacune de ses prémices, mais juste remarquer que si on veut l'appliquer à la cosmologie, cet argument, il semble bien marcher. Pourquoi? Parce qu'en cosmologie, il y a beaucoup de succès prédictifs très surprenants qui ont eu lieu au cours du développement de cette science, en tout cas pour la cosmologie relativiste au XXe siècle. Là, je vous en ai mis que quelques-uns, mais on pourra en faire plus. C'est juste pour vous montrer qu'on trouve de nombreuses prédictions en cosmologie qui se sont avérées correctes, et ces prédictions ont eu un rôle moteur dans l'histoire de la cosmologie, c'est-à-dire qu'elles ont permis à chaque fois à notre modèle standard de l'univers de se développer et de devenir de plus en plus prédictif. Prenons quand même un exemple, l'exemple de la prédiction de la récession linéaire des galaxies à partir de l'hypothèse de l'expansion de l'espace. L'hypothèse de l'expansion de l'espace, elle est redécouverte par Georges Lemaître en 1927, puisqu'elle avait déjà été introduite et discutée par Friedman en 1922. Et à partir de cette idée que l'univers n'a pas un rayon constant, mais un rayon qui est en expansion, cela lui permet de prédire
que plus une galaxie est loin par rapport à la nôtre, plus elle semble s'éloigner rapidement, parce qu'elle est entraînée par l'expansion de l'espace, et plus elle est loin, et bien plus cette expansion la fait se déplacer d'une grande distance. Voilà, prédiction 1927, et en 1929, 2 ans plus tard, Edwin Hubble arrive à mesurer la galaxie, à comparer la distance des galaxies et leur vitesse radiale, en utilisant d'un côté les spectres de Westo-Slipher et de l'autre la méthode d'Henrietta Leavitt. Et voilà ce qu'il obtient, hein. On l'a vu tout à l'heure dans les exposés de Sylvain notamment. Eh bien, ce qu'il obtient, c'est une relation linéaire. D'accord ? Donc, apparemment, la prédiction de Lemaitre est formidablement confirmée. Et voilà ce qu'écrit De Sitter lorsqu'il prend connaissance 2 ans plus tard du modèle de Lemaitre. Il dit, une solution d'une simplicité telle qu'elle apparaisse évidente d'elle-même ne peut laisser le moindre doute que la théorie de Lemaitre est essentiellement vraie. Donc là, on a l'impression d'avoir presque textuellement l'argument de l'absence du miracle de la part de De Sitter. Voilà, si Lemaitre a pu prédire de manière aussi simple la relation qui a été découverte par Hubble, c'est donc que l'hypothèse de Lemaitre doit être essentiellement vraie. Mais voilà, l'argument du miracle, même s'il est très intuitivement assez convaincant, bien évidemment, il rencontre un certain nombre de problèmes. Je ne vais pas tous les détailler, ces problèmes, il y en a plein. Les 2 premiers problèmes, ils portent sur en fait, la formulation de cet argument et sur, comme le disait tout à l'heure Simon, sur l'histoire des sciences. Ce pas des problèmes qui sont spécifiques à la cosmologie. Mais il y a un problème de l'argument du miracle qui est particulièrement important en cosmologie, c'est le problème de la sous-détermination. Qu'est-ce que c'est que la sous-détermination empirique? C'est tout simplement le fait que vous avez parfois des théories ou des modèles qui sont empiriquement équivalents, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes succès prédictifs et qu'ils permettent de prédire les mêmes observations. Le rouge. Mais vous avez aussi quelqu'un qui s'appelle Edward Milne, qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui était un astrophysicien majeur de cette époque. Edward Milne dit, puisque De Sitter nous disait que c'était la simplicité qui comptait, moi je vais vous faire le modèle le plus simple du monde pour expliquer la récession des galaxies. On ne va pas dire qu'il y a un espace qui emporte comme ça les galaxies dans son expansion. Ça, c'est
Bon, pour Milne, c'est n'importe quoi, c'est une réification de l'espace. Non, non, on va dire tout simplement, modèle le plus simple pour expliquer l'expansion des galaxies. Vous imaginez que les galaxies, comme des particules dans une boîte, dans un volume initial, vous ouvrez la boîte, les particules se diffusent, et au bout d'un certain moment, eh bien, ce sont les plus rapides qui sont les plus lointaines, donc vous retrouvez la relation entre vitesse de vos galaxies et leur distance. Et ça, ce modèle de Milne, il va créer un débat qui va durer pendant 10 ans. Enfin, c'est quelque chose qui a été majeur dans l'histoire de la cosmologie à cette époque-là. Donc vous avez plein d'hypothèses alternatives, mais vous pourriez me dire, ok, très bien, c'est vrai, on a plein d'hypothèses alternatives, on n'a qu'une seule qui a tenu. C'est l'hypothèse de l'expansion de l'espace. C'est un des piliers du modèle cosmique cosmologique standard que nous a présenté tout à l'heure Sylvain. Et c'est vrai, c'est la seule qui a tenu, qui a résisté à tous les tests. Donc du coup, vous avez une réponse que font souvent les réalistes scientifiques quand on leur parle de sous-détermination empirique, d'équivalence empirique. Ils me disent, bon, ok, d'accord, parfois on a plusieurs hypothèses qui rendent compte des mêmes phénomènes, mais c'est temporaire, ça ne dure pas. Au bout d'un moment, on va finir par trouver une observation qui va départager entre nos différentes hypothèses empiriquement équivalentes. Ils expriment ça sous cette version, sous cette forme-là. Hein. Il faut distinguer la sous-détermination forte, qui serait une sous-détermination totale, dans tous les cas, entre deux ou plusieurs théories, et la sous-détermination faible, qui, elle, n'est que temporaire. Et donc, si vous n'avez que des cas de sous-détermination temporaire, pour un réaliste, ce n'est pas un problème. Oui, d'accord, parfois, il y a des théories qui sont empiriquement équivalentes. Mais alors, laissez la science faire son travail. On va finir par trouver une observation qui va départager nos théories et qui va nous dire ça, c'est la bonne, c'est la vraie, c'est celle à laquelle on peut se fier. Seulement, voilà. Cette distinction entre sous-détermination forte et faible, elle marche dans beaucoup de sciences, hein, mais en cosmologie, elle est un peu plus compliquée que ça. Pourquoi? Parce que la cosmologie a un statut, une structure, une méthode en tant que science qui font que parfois on n'arrive pas à distinguer si on est face à une indétermination forte ou faible. C'est quelque chose qui a été remarqué par plusieurs philosophes des sciences. Par exemple, Klaus Weisbach qui souligne que la cosmologie est quand même une science hypothético-déductive, fondée sur le principe cosmologique, et que ce principe, eh bien, son statut n'est pas toujours évident. Pour certains philosophes, pour certains cosmologistes comme Milne, par exemple, c'était un principe a priori, tandis que d'autres astronomes ou cosmologistes cherchent à le vérifier, à le tester. Donc, est-ce que c'est un principe qui doit être fondé sur les observations, ou est-ce que c'est un principe que l'on pose a priori? Ce n'est pas évident. Et si on le pose de manière a priori, eh ben, peut-être qu'on ne pourra pas briser de sous-détermination empirique grâce à lui. Deuxième argument qui a été employé par Michela Massini pour montrer qu'il y a des cas de sous-détermination plus problématiques en cosmologie que dans d'autres sciences. Le fait que la cosmologie soit une science multi-échelle. Et là, elle parle de ce dont a parlé Simon ce matin, c'est-à-dire de la controverse qu'il y a entre la théorie de la matière noire, de la CDM, de la matière noire froide, et la théorie de la modification de la dynamique newtonienne, la théorie de monde. Et on en a parlé ce matin, c'est très intéressant. On voit bien que quand on regarde ce qui se passe à l'échelle micro, c'est-à-dire dans les expériences de laboratoire, on n'a pas encore détecté de particules de matière noire. Quand on passe à l'échelle macro, c'est-à-dire à l'échelle de l'univers du fond diffus cosmologique, là, la théorie monde ne fonctionne pas parce qu'on est obligé de réintroduire, même si on est un partisan de monde, on est obligé de réintroduire une certaine forme de matière invisible pour rendre compte des observations du fond diffus cosmologique. Et à l'échelle méso, à l'échelle des galaxies, ah là, oui, la théorie monde prédit plein de choses très intéressantes sur les relations, sur les galaxies, mais elle marche beaucoup moins bien que la théorie de la matière noire lorsqu'on regarde les amas ou les interactions entre galaxies. Donc, vous voyez bien que c'est très difficile de trancher la sous-détermination entre monde et CDM, notamment parce qu'on a des observations à différentes échelles et que ces observations ne vont pas forcément dans le même sens. Et enfin, dernière raison pour laquelle la cosmologie est une science qui a beaucoup de mal à trancher les cas de sous-détermination, c'est que c'est une science pluraliste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Stéphanie Ruffy qui développe ça dans un article de 2011 où elle parle de la simulation Millennium Run, qui est une simulation d'univers. Elle dit que cette simulation, ce n'est pas une expérience. Ça ne peut pas être une expérience pour savoir s'il y a bien de la matière noire ou non. Parce qu'en fait, c'est dans les systèmes, dans les sous-systèmes de cette
de cette simulation, vous trouvez plein de modèles fondés sur des théories qui ne sont pas forcément compatibles entre elles. Donc, en fait, vous avez affaire à une science qui est, une simulation, pardon, qui est elle-même sous-déterminée. Donc, in fine, les méthodes classiques qu'on utilise d'habitude pour trancher la sous-détermination empirique ne sont pas toujours disponibles en cosmologie. Vous pouvez même avoir un phénomène assez étonnant, ce qui est que, normalement, quand on rajoute des observations, on a plus de chances de briser l'équivalence empirique entre plusieurs modèles, et bien en cosmologie, c'est l'inverse. Quand vous avez d'autant plus d'observations, d'autant plus de données, ça peut renforcer votre sous-détermination au lieu de la briser. Et c'est sur cette sous-détermination que beaucoup d'arguments antiréalistes se fondent. Là, je vous donne juste une petite citation de Thomas Le Peltier, parce qu'elle dit les choses très clairement. Hein, là-dessus, il est très, très précis. La multiplicité des représentations crédibles de l'univers indiquerait que celui-ci ne peut être pensé comme un objet aux propriétés définies. Si cette situation n'était pas temporaire, c'est-à-dire si ce n'était pas juste de la sous-détermination faible, mais intrinsèque à la cosmologie, sous-détermination forte, on pourrait penser que c'est parce que l'objet univers n'existe pas. Donc voilà, conclusion de Le Peltier, c'est que comme on est face à une science très sous-déterminée, empiriquement, on ne peut pas dire que, on peut avoir des suspicions sur l'existence de l'objet univers, de la contrepartie objective de ce concept qu'est l'univers. Donc, conclusion, quand on essaye d'appliquer, de la première partie, quand on essaye d'appliquer l'argument du miracle à l'univers, eh bien, on se rend compte qu'il n'est pas complètement concluant. Ce n'est pas ce n'est pas le fait qu'en cosmologie, mais c'est particulièrement le fait en cosmologie, comme il y a une forte sous-détermination empirique, comme c'est très souvent différents modèles empiriquement équivalents des mêmes phénomènes, et bien vous pouvez dire, oui, d'accord, dans ces modèles-là, il doit bien y avoir quelque chose de vrai, sinon comment on pourrait expliquer leur succès? Mais quand vous voulez dire précisément ce qui est vrai dans ces modèles-là, c'est très difficile. Parce que vous pouvez imaginer plein d'alternatives théoriques, parfois même qui ne sont pas encore conçues par les scientifiques, qui auraient les mêmes succès. Et ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai développé dans un article de 2017. Si je vous donne l'article, ce n'est pas juste pour me faire mousser, même si je suis très content d'avoir fait cet article, mais c'est aussi pour vous dire que ma position n'est pas forcément une position très orthodoxe dans ce débat-là. La plupart des gens qui travaillent sur le réalisme scientifique vous direz, ah bah oui, non, mais l'argument du miracle, ça marche très bien. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça roule, ça marche très bien, et pour la cosmologie, c'est parfait. Moi, je fais partie plutôt de la version hétérodoxe qui pense que cet argument ne fonctionne pas et ne fonctionne d'autant moins bien sur la cosmologie. Mais je pense qu'il y a un autre argument en faveur du réalisme scientifique qui mérite qu'on s'y arrête et qui va peut-être nous permettre d'aller un petit peu plus loin et de voir en quelle mesure on peut dire que notre conception actuelle de l'univers est fidèle à la réalité. Ce deuxième argument, c'est l'argument qui s'appelle l'argument expérimental. Et je vais boire un peu, désolé. Alors, les philosophes ont donc inventé un deuxième argument en faveur du réalisme scientifique, donc pour essayer de prouver qu'il y a des choses vraies dans notre représentation scientifique du monde. Et cet argument, c'est l'argument expérimental. Il est souvent résumé lui aussi en un slogan, qui est dû à Ian Hacking, qui est « If you can spray them, then they're real ». Si vous pouvez les vaporiser, alors ils sont réels. Il parle de quoi dans ce passage? Il parle des positrons et des électrons qui sont utilisés dans une expérience où on les vaporise sur une sphère de niobium pour mesurer la charge des quarks. Bon, peu importe. Ce que vous dit Hacking, c'est que quand on utilise des électrons et des positrons comme ça, comme des outils d'expérience, ben, ça renforce notre croyance en leur réalité. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à douter de l'existence d'un objet que l'on utilise comme un outil. Même Descartes, en train d'être en plein doute hyperbolique, s'il tape sur un clou avec un marteau, ne peut douter de l'existence du marteau. L'instrument, l'objet que l'on utilise dans une expérience, ce serait absurde de douter de son existence. Parce qu'on a un contact causal tellement direct, tellement lié avec cet objet, qui sent qu'on ne pourrait pas avoir de bonnes raisons d'en douter. Et ça, c'est un argument très intéressant, l'argument expérimental, parce que
comme il part de la pratique expérimentale, il n'est pas l'objet des objections de sous-détermination. En gros, vous avez une sous-détermination empirique que quand vous avez deux théories, au moins deux théories qui s'affrontent. Mais l'argument expérimental vous dit, on s'en fiche des théories. Ce qui nous intéresse, c'est les pratiques expérimentales des scientifiques. Et c'est ces pratiques-là qui nous disent ce qui est vrai dans la nature et ce qui ne l'est pas. Et comme les pratiques expérimentales sont infrathéoriques, ben on n'a pas à se poser des questions de sous-détermination. Alors, bien évidemment, hein, cet argument expérimental, lui aussi, il y a eu plein de débats, et je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais aller un peu plus vite pour terminer à l'heure. Mais on voit bien que le principal problème de l'argument expérimental, si on essaye de l'appliquer à la cosmologie, c'est que, comme l'a très bien dit Julien ce matin dans sa présentation, la cosmologie est une science d'observation. Ce n'est pas une science de laboratoire. Ce n'est pas une science qui, en tout cas au premier abord, semble pouvoir utiliser la méthode expérimentale. Donc si notre argument, c'est un argument qui s'applique aux expériences scientifiques, apparemment, on peut tout de suite le bazarder, on n'en a rien à faire pour parler de réalisme scientifique en cosmologie. Et c'est d'ailleurs ce que dit très clairement Ian Hacking. Je vous ai mis une citation un peu longue. Désolé, il n'y a pas beaucoup de belles images dans la présentation, il y a beaucoup de citations. Et elle me paraît très claire. Voilà ce que dit Ian Hacking en 1989. Il dit, bon, nous croyons en la réalité de nombreuses entités postulées théoriquement, parce que l'on peut construire des dispositifs qui utilisent ces entités afin d'interférer avec d'autres aspects de la nature, et ainsi enquêter sur la constitution interne de la matière. Lorsqu'on utilise ces entités comme des outils, comme des instruments de recherche, on peut légitimement les regarder comme réels. Donc là, je vous résume son argument. Et punchline à la fin, mais on ne peut pas faire cela avec les objets de l'astrophysique. On ne peut pas manipuler les objets de l'astrophysique. Donc, Ian Hacking le dit clairement, je suis anti-réaliste envers les entités astrophysiques. Ian Hacking pense qu'il n'y a que dans les sciences de laboratoire, que vis-à-vis des sciences de laboratoire, que l'on peut être réaliste. Et les sciences de l'observatoire sont des sciences qui n'auraient aucune réalité. Ah oui, alors là, je vous avais juste mis une citation de Bachelard pour vous montrer que Bachelard disait à peu près la même chose, mais passons. Seulement voilà. Est-ce que la conception de l'expérience par Ian Hacking ne serait pas un peu contestable? Je vais dire dépassée, mais pas forcément dépassée, mais contestable. Pourquoi? Parce que vous avez d'autres conceptions de l'expérience que celle de Ian Hacking qui n'insistent pas tellement sur la présence d'êtres humains dans le dispositif expérimental, qui ne sont pas anthropocentrés. Et la version, je dirais, la plus poussée, la plus discutée, en tout cas actuellement, de cette définition de l'expérience scientifique, c'est celle que l'on doit à James Woodward, qui dit que une expérience scientifique, c'est une intervention expérimentale sur un système, et voici comment il a défini, hein, une intervention I sur X par rapport à Y est un processus causal exogène qui détermine complètement les valeurs de X de telle manière que si un changement se produit dans les valeurs de Y, alors il se produit uniquement en vertu de la relation de Y à X, ce qui a l'air d'être une définition très complexe, en fait, extrêmement simple hein, et très simplifiée. C'est juste dire qu'une expérience, c'est quand il y a un processus causal qui fait varier un paramètre et on regarde s'il y a un autre paramètre du système qui varie de manière corrélative. L'exemple classique étant, voilà, imaginez que vous avez une cuve avec un gaz et un piston par-dessus, puis vous mettez un poids sur le piston, donc ça augmente la pression sur le gaz, et puis vous regardez si la température du gaz varie. Voilà. Là, vous avez X qui est la pression du gaz que vous faites varier en posant un poids dessus, et Y qui est sa température. Et cette conception, ce que fait remarquer Woodward, c'est qu'elle ne fait absolument pas référence à aucun être humain. Vous pouvez très bien penser que le poids il a été posé par un être humain, mais il peut être posé par un singe, il peut être posé par un coup de vent, il peut être posé par n'importe quoi. Et donc, Woodward en tire la conséquence qui s'impose. Les processus qui n'impliquent aucune action ou intention humaine sont des interventions tant qu'ils ont les bonnes caractéristiques causales ou corrélationnelles. Et ça porte un nom, enfin ça portait un nom. Je ne sais pas s'il est toujours très utilisé parmi les scientifiques actuellement, mais au 19e siècle, c'est ce qu'on appelait des expériences naturelles. Vous trouvez de très belles pages, notamment de Claude Bernard, sur les expériences naturelles. C'est-à-dire des expériences, mais qui ne sont pas provoquées volontairement par un être humain, qui sont juste provoquées par la nature, qui sont produites par des conditions naturelles, par une certaine situation naturelle,
Et ensuite, les scientifiques peuvent utiliser ces conditions-là pour enquêter sur d'autres parties de la nature. Et du coup, la question du réalisme expérimental et de savoir s'il y a une méthode expérimentale en astrophysique et en cosmologie devient la question suivante. Y a-t-il des expériences naturelles en cosmologie ou en astrophysique? En astrophysique, je pense que oui. Je pense qu'il n'y a que à se pencher pour en trouver plein. Là, c'est un article que j'ai publié récemment, le mois dernier, qui porte sur les lentilles gravitationnelles et qui montre que les lentilles gravitationnelles peuvent être utilisées comme des instruments dans des expériences naturelles, que ce soit des lentilles fortes, notamment pour mesurer H0, que ce soit des micro-lentilles, notamment pour détecter la présence d'exoplanètes, ou que ce soit des formes de lentilles faibles, de weak lensing. Et là, c'est le bullet cluster dont on a déjà beaucoup parlé, qui utilise les effets de déformation de l'arrière-plan par les galaxies, et notamment par la matière noire dans ces galaxies, pour essayer d'évaluer le profil de masse de la galaxie, et donc savoir s'il y a de la matière noire dans ces galaxies ou non. Dans tous ces cas, on utilise bien les propriétés du système à déformer les rayons lumineux, le chemin des rayons lumineux, pour savoir pour explorer d'autres choses, que ce soit la constante de Hubble, que ce soit la présence d'exoplanètes ou la présence de matière noire. Et donc, on peut bien appliquer l'argument expérimental en disant, si on utilise les lentilles gravitationnelles comme des instruments, même si c'est dans des expériences naturelles et non pas dans des expériences provoquées par l'être humain, on peut donc avoir une certaine confiance en l'existence de ces lentilles gravitationnelles. Ce qui est une manière de répondre directement à Hawking, qui lui était très sceptique quant à l'existence des lentilles gravitationnelles. Mais ça, c'est en astrophysique. C'est des systèmes qui existent dans l'univers. Peut-on penser qu'on pourrait faire la même analyse quant à l'univers lui-même, globalement? Peut-on penser qu'on peut utiliser l'univers dans son entier comme un instrument? Et bien ça paraît beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, Woodward lui-même le dit. Il dit on ne peut pas appliquer, comme plusieurs auteurs l'ont remarqué, une stratégie similaire n'est plus possible quand une théorie fondamentale est appliquée à l'univers en son entier. Dans un tel cas, il n'y a plus rien d'extérieur au système modélisé qui pourrait servir de source d'intervention, et on voit mal comment on pourrait légitimement modéliser des interventions qui font partie du système étudié. Souvenez-vous, pour Woodward, il y a expérience à partir du moment où il y a un processus causal exogène. Or, il n'y a rien d'exogène à l'univers, donc on ne pourrait pas avoir la même structure relationnelle, la même structure qui définit une expérience quand on parle de l'univers. Et j'ai longtemps pensé comme lui. Je me suis souvent dit, pendant longtemps, je me suis dit, il a peut-être raison en fait, Woodward. Peut-être que, oui, c'est peut-être la limite de la cosmologie en fait. La cosmologie n'est pas une science expérimentale. Il n'y a pas d'expérience naturelle en cosmologie. Et j'ai un peu changé d'avis récemment, et c'est ce que je voudrais vous proposer, en guise pour terminer là dans les 3-4 minutes qui restent. Il y a peut-être une expérience naturelle en cosmologie, au moins une. C'est celle-là, c'est le découplage, ou la recombinaison, selon la définition. Donc on en a un peu parlé ce matin. Le découplage, c'est quoi? C'est le moment où la densité de l'univers, sa température a suffisamment baissé pour que la lumière s'échappe de la matière, c'est-à-dire pour que les photons ne soient pas tout de suite réabsorbés par d'autres électrons, et que donc ils puissent parvenir jusqu'à nous. Et ils nous parviennent sous la forme du fond diffus cosmologique, c'est-à-dire sous la forme de ce rayonnement micro-ondes qui nous provient de tous les points de l'espace. Alors en quoi est-ce qu'on peut dire que c'est une expérience naturelle? Alors, parce qu'on peut utiliser ce fond diffus cosmologique pour étudier d'autres choses que lui-même. Prenons le cas des oscillations baryoniques acoustiques. Je ne sais pas comment on traduit en français. Baryon Acoustic Oscillations. Oscillation baryonique acoustique. Parfait. Et oui, et d'ailleurs, je vais en parler, mais enfin, on a des gens ici qui pourront en parler bien mieux que moi. Mais ces fluctuations, qui sont des fluctuations qui ont lieu dans l'univers primordial, elles peuvent nous permettre de fixer une certaine distance standard
Comment? Parce que quand vous avez une fluctuation, une perturbation dans votre plasma primordial, donc là qui est indiqué en rouge pour indiquer le gaz et en rouge pour indiquer les photons, pardon, et en bleu pour indiquer le gaz, comme on est avant le découplage, il y a une pression de radiation des photons qui fait que eh bien, cette perturbation se propage vraiment comme une onde sonore dans le plasma primordial. Puis à partir du moment où vous avez le découplage, donc c'est en bas à gauche, c'est la petite image en bas à gauche, à partir du moment où vous avez le découplage, les photons s'échappent de la matière, laissent le gaz, parviennent jusqu'à nous, et donc nous donnent des informations sur comment était la matière à ce moment du découplage. Alors, comme le découplage gèle les fluctuations, ça nous donne des informations sur certaines de ces fluctuations qui sont celles qui ont effectué une demi-oscillation, parce que ce sont les plus grandes. Il y a un point chaud, un point froid. Et ces fluctuations, on peut calculer leur longueur. On la connaît. C'est une règle standard, ou une distance standard, on peut l'appeler comme vous voulez. Cette distance standard, vous la connaissez, donc ça veut dire que vous savez quelle est sa taille physique au moment du découplage. Et comme vous connaissez aussi la distance du découpe de cette surface de dernière diffusion, la distance du fond diffus cosmologique, à peu près égale à z égale 1100, vous pouvez tracer une sorte de grand triangle cosmique dont vous connaissez les dimensions. Et l'angle qui est à la base, au sommet pardon, de ce triangle-là, va vous informer sur la géométrie de l'espace. Si encore une fois, si on parlait sinon, s'il est plus petit que sa valeur euclidienne, alors vous savez que vous êtes dans un espace de courbure négative. S'il est plus grand, c'est que vous êtes dans un espace de courbure positive. Et si on observe la même distance angulaire que celle à laquelle on s'étend, c'est qu'on est dans un espace euclidien. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, en fait, quand vous utilisez cette distance standard pour mesurer la courbure de l'espace, vous êtes exactement dans le schéma corrélationnel que donnait Woodward. Vous êtes en train d'utiliser un processus causal, le découplage, qui fixe, alors très physiquement, il fixe une certaine distance en gelant les fluctuations. Et à partir de là, vous allez pouvoir utiliser cette distance standard pour expérimenter sur d'autres choses, pour sonder d'autres paramètres, notamment la courbure. La seule chose, c'est que ce processus causal, au lieu d'être exogène, il est endogène. Et j'ai envie de dire, et alors? Je peux faire une petite remarque. Oui. Je renforce encore ce que tu dis, parce que la longueur d'onde que l'on observe, cette longueur d'onde, c'est la taille de l'horizon de l'univers. Oui. Tu allais peut-être le dire. Mais... Non, vas-y. Mais non, mais tu as tout à fait raison. C'est effectivement. Je veux dire, on observe quelque chose qui est très exactement la taille de l'horizon de l'univers, c'est-à-dire rien d'autre que l'univers. Exactement. Tu as tout à fait raison. J'aurais dû le préciser, je l'avais sur mes papiers, puis je me suis laissé emporter. Mais tu as tout à fait raison. On a cet horizon du champ. Donc, on a quelque chose qui nous renseigne très directement sur ce système physique qu'est l'univers. Et du coup, à partir du moment où vous adhérez à ce genre de recherche, vous pensez que ce genre de recherches ne sont pas des recherches complètement absurdes, mais qu'elles ont bien un sens, vous acceptez que la distance standard a bien un sens, que votre règle standard a bien un sens, et que donc il y a bien un sens à parler de l'univers comme d'un système physique, qui n'a pas plus ou moins d'ailleurs de réalité que d'autres systèmes physiques. Donc c'est une manière de répondre un peu à ce que disait Thomas Le Pelletier lorsqu'il était soupçonneux de la réalité de l'univers comme système physique, puisque à partir du moment où vous avez ce genre de recherche-là, eh ben, il semblerait que l'univers ne soit ni plus ni moins qu'un système physique parmi d'autres. Donc, pour conclure, je vais conclure là-dessus, je ne vais pas faire la conclusion générale. Pour conclure, en fait, vous voyez, il y a vraiment deux manières possibles d'argumenter en faveur de la réalité de l'univers. L'argument du miracle, mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il va toujours rencontrer les mêmes contre-arguments qui sont, mais regardez, il y a différentes représentations scientifiques du monde équivalentes. Et puis, il y a une autre manière qui est l'argument expérimental. Et cet argument expérimental, consiste à dire, quand on utilise quelque chose comme un moyen d'expérience, c'est qu'on pense qu'il est réel. Et puis, si vous faites un peu de...
Donc, si on recherche un petit peu des choses sur la cosmologie, on se rend compte que pour beaucoup de physiciens, physiciennes, ils ou elles sont arrivés à la cosmologie parce qu'ils non pas tellement pour des questions de cosmologie elle-même, mais parce que l'univers était un bon endroit pour tester leurs hypothèses, par exemple en physique des particules. Et les liens qu'aujourd'hui la cosmologie a tissés avec d'autres disciplines fait que les observations de l'univers peuvent être utilisées comme des instruments, comme souvent on entend le terme sonde dans la bouche des cosmologistes pour explorer d'autres phénomènes. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup Zeldovich en général, mais j'aime beaucoup cette phrase. Zeldovich disait « L'univers est l'accélérateur de particules du pauvre ». Et bien, si c'est bien l'accélérateur de particules du pauvre, et que vous adhérez à l'argument expérimental, ça veut dire que c'est un outil, et que donc, on devrait croire en sa valeur. Test. Test. Sur Zoom. On commence juste par une question pour Zoom, sur Zoom. Quelqu'un a demandé, est-ce qu'on a des exemples de théories scientifiques en histoire des sciences qui ont le testament de sous-détermination? Oui. Oui, le cas classique de sous-détermination, celui qui a été le plus discuté, c'est le cas du système héliocentrique et géocentrique au moment de la révolution copernicienne. Mais encore une fois, il y a quelqu'un qui pourra en parler bien mieux que moi. Ici, c'est Jean-Jacques Séznier. Mais oui, il y a des cas de sous-détermination. Le gros problème, c'est de savoir s'il existe dans l'histoire des sciences un cas de sous-détermination forte et non triviale. Ça, c'est pas sûr. Parce que vraiment, il existe des cas où vous avez deux théories complètement empiriquement équivalentes. Elles ont exactement les mêmes prédictions, il n'y en a aucune qui pourrait les départager. Et pourtant, ce sont bien des cas non triviaux, c'est-à-dire bien deux théories qui représentent le monde de manière complètement différente. Ça, est-ce qu'il existe un cas dans l'histoire des sciences? C'est toujours un débat. La physique quantique et la voilà. La mécanique quantique. Voilà, exactement. C'est plutôt dans le domaine de la mécanique quantique qu'il faut aller chercher. D'abord, je pense que l'argument expérimental en cosmologie, il y aurait des tas d'autres exemples. Bon, peut-être qu'on ne va pas discuter. Mais autant, si tu veux, je comprends très bien la contestation que les particules élémentaires puissent ne pas exister, les électrons puissent ne pas exister, l'espace et le temps aussi. Mais pour l'univers, j'ai du mal à comprendre parce que je crois que la physique fonctionne avec une définition opérationnelle de l'univers qui est l'ensemble de tout ce qui existe finalement. Donc si l'univers n'existe pas, rien ne peut exister en physique, puisque l'univers est le rassemblement de tout ce qui existe. Donc si tu as la position extrême que l'univers n'existe pas, rien n'existe. C'est dans ce sens que je ne vois pas ce que ça pourrait vouloir dire que l'univers n'existe pas. Et par ailleurs, j'avais proposé dans un papier que j'ai écrit il y a longtemps, je peux peut-être retrouver, qu'on utilise en physique une sorte de définition opérationnelle du réalisme en disant un objet existe réellement du point de vue de la physique si on peut lui attribuer des propriétés mesurables, concrètement. Or, pour l'univers, la première des propriétés mesurables, c'est le taux d'expansion H0, alias constant de Hubble, qui a été justement trouvé en 1930. Donc, je pense que si on ne veut pas croire à l'existence de l'univers, ça veut dire qu'on ne peut pas croire à l'existence de l'expansion cosmique. Et quel sens peut-on donner à cette fameuse constante de Hubble? Et la constante de Hubble, c'est le premier, mais après, il y a le taux d'accélération, il y a la courbure de l'univers, il y a son éventuel rayon, il y a son horizon, etc. Donc, il y a tout le succès de la cosmologie, justement, parce qu'il y avait eu un livre qui est paru dans les années 60-70 qui s'appelait « L'univers existe-t-il ?» par deux philosophes, Luc Brisson, je crois, et je ne sais plus qui, bon, que j'avais lu, qui m'avait bien stimulé. Et donc, j'avais effectivement mis au point ces arguments-là, que le fait qu'on puisse attribuer à l'univers et à rien d'autre cette constante de Hubble comme une propriété mesurable de l'univers, et ensuite beaucoup d'autres grandeurs, à mon avis, c'est le signe de l'existence concrète de l'univers. Alors, existence concrète pour la physique, ça ne veut pas dire existence concrète philosophique, évidemment, mais je veux dire, quand on dit qu'un objet existe en physique, c'est dans ce sens-là, quoi, il me semble.
Mais est-ce que tu serais d'accord avec cette définition d'exister en physique qui est avoir au moins une propriété mesurable? Qui d'ailleurs est tout à fait dans le sens plutôt de Yann Akin, qui est de dire, ben voilà, si vous pouvez effectuer un certain nombre d'opérations, tu disais toi-même que c'était une définition opérationnelle, oui, oui, ça marche, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a des subtilités que les philosophes ont discutées, parce que il y a des cas où tu peux avoir l'impression de mesurer la propriété d'un système, mais qui est mal défini. Je pense que, par exemple, quand on a commencé à mesurer des masses atomiques, alors qu'en fait, on mesurait des mélanges d'isotopes qui avaient des masses différentes, bon, est-ce que dans ces cas-là, mais en même temps, c'est un système qui existe réellement. Je suis désolé, hein, je pense en même temps que je te réponds, hein, c'est pas très clair. Non, mais tu peux imaginer des conceptions différentes. Par exemple, tu pourrais imaginer, je ne sais pas, que la Terre a une propriété physique qu'on n'a pas encore compris, qui expulse toutes les autres galaxies. Dans ce cas-là, tu peux interpréter la chose. Ouais. Mais je veux dire, interpréter, refuser l'extraordinaire, ça veut dire proposer à la place une interprétation totalement tout à fait. exotique. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il y a des. On a beaucoup de questions. Je vais faire un sur deux, sur le distanciel et en présentiel. On a une question ici. Les deux arguments sont-ils indépendants? En particulier, la mesure de l'échelle acoustique du fond diffus cosmologique et son interprétation en termes de modèle cosmologique est aussi sous-déterminée. Alors, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Question de Clément Leloup. Merci beaucoup, Clément. C'est une très très bonne question. Je ne pense pas je pense qu'il y a bien deux arguments indépendants. Je ne pense pas, par contre, que la mesure de la distance sonore soit absente de toute sous-détermination, pour la simple et bonne raison que je ne pense pas, comme Akin, que l'on puisse faire une séparation stricte entre expérience et théorie. C'est très bateau de le dire, mais c'est vrai. Il y a bien un rapport entre les deux. Et du coup, même quand tu fais une expérience que ce soit la plus simple du monde, il y a toujours quand même ce que Akin d'ailleurs lui-même était obligé d'appeler des vérités, des home truths, qui viennent participer au protocole expérimental. Et ces vérités, elles peuvent être sous-déterminées. En fait, si tu veux vraiment savoir, ce que j'avais proposé à la fin, c'était non pas l'idée qu'il y ait des propriétés qui sont clairement non déterminées, etc., on sache clairement ce que c'est, mais plutôt un spectre de relations causales qu'on peut avoir avec un objet et qui va augmenter ou faire baisser notre croyance en la réalité de ce système et de ses propriétés. Voilà, j'espère que j'ai répondu, c'est un peu le problème avec vous, je ne sais pas trop. Il y a plusieurs questions encore. Le plus concis possible. Ok, on va essayer d'être très concis. Juste rapidement sur la question de la définition de l'expérimentation, et notamment le caractère exogène ou pas. J'ai l'impression que, donc pour définir notamment ce que tu appelais les expériences, les expérimentations naturelles, en fait, si on relâche cette hypothèse de exogène, en fait, finalement, j'ai l'impression, et je me trompe, et que toutes nos observations, finalement, sont naturelles en cosmologie, ou même en astrophysique en général. Parce qu'on ne place pas une galaxie, on ne place pas un objet, il est là et on subit, et on utilise ce qu'il y a, ce qu'on voit, pour tester ou faire comme un outil. Ouais, il en reste 2 en présentiel et 2 en visio. Et Michel Crézé qui demande la parole depuis le début, on va lui accorder, qui se trouve en visio. Bonjour. Je dois dire, moi je suis un autodidacte en matière de philosophie, mais je dois dire j'ai été ahuri par cet exposé. Et en particulier, l'entrée en matière qui dit sciences de l'univers,
c'est une science de la structure physique qui englobe tout, tous les systèmes physiques. Et moi, j'ai pas vu ce que j'ai pu voir de l'histoire des sciences ne dit pas ça, et dit que la connaissance de l'univers ne se construit pas par une théorie de l'extérieur, mais qu'elle se construit à partir de l'intérieur, que le seul à pouvoir regarder l'univers de l'extérieur, c'est Dieu, mais que l'homme et nous, et même le philosophe, ne peut faire que partir de où il est et faire repousser les limites de l'inconnu le plus loin possible. Et je ne vois pas pourquoi la cosmologie échapperait à cette obligation. Je ne pense pas que la connaissance de l'univers se crée de l'extérieur. Ça a pu être peut-être comme ça qu'on l'a pensé effectivement pendant l'Antiquité, mais en tout cas pas pour la cosmologie relativiste, qui s'assume très clairement comme une extrapolation de la relativité générale, donc d'une théorie testée localement au global. Donc on fait bien du bottom-up, on part bien du local vers le global, on construit cette connaissance de l'intérieur, comme vous l'avez dit, hein, je ne veux pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Mais je ne fais qu'en fait, quand je parle de science du système qui englobe les autres systèmes physiques, c'est tout simplement en fait la définition que l'on trouve donnée par un certain nombre de cosmologistes eux-mêmes. Oui, mais ça n'exclut pas. Les cosmologistes eux-mêmes arrivent à dire des bêtises là-dedans. Oui, bien sûr. Mais si on commence en disant ça, on est quand même mal barré. Mais non, c'est pas ça. Ça dépend de quoi ils parlent. C'est-à-dire que quand ils construisent une théorie, il n'y a pas de problème. Mais quand ils l'exposent, on a rencontré des choses extraordinaires, des gens qui, bon, on en reparlera probablement demain à propos du principe anthropique, qui construisent des probabilités comme si on savait tout et que donc on part de l'univers du connu, on estime on sait de quoi on parle dans tous les domaines, et puis on fabrique avec ça des probabilités qui amènent, c'est Trinix-Swan qui a été remarquable là-dessus, qui arrive lui aussi à se convaincre de l'existence de Dieu, on revient à ça. Et les théoriciens qui pensent fournir une explication de tout font bien ça. Ils ont la prétention d'avoir une théorie englobante, une théorie qui englobe tout. Et il n'y a pas de nécessité à aller à ça. Il n'y a absolument rien qui y oblige. Je suis d'accord, on en reparlera demain, effectivement. Ce ne sont pas les cosmologues qui disent ça. Hein. Voilà, je suis désolé, mais comme oui, je me presse un peu pour qu'on. Oui. Je voulais juste dire que il peut très bien dire aussi qu'en cosmologie, des propriétés qui sont potériennes. La courbure, oui, oui. C'est quelque chose qui est tout à fait potérien, c'est irréfutable. Oui, tout à fait. Ouais, tu as tout à fait raison. Il y a des énoncés cosmologiques réfutables. Ce que font remarquer la plupart des antiréalistes, c'est d'après moi quelque chose qui ressemble un peu à un sophisme, qui est de dire aujourd'hui, on est pour soutenir le modèle standard face aux observations, on est obligé de rajouter la théorie de l'inflation, la matière noire froide, l'énergie cosmique, voire le multivers. Donc, le modèle standard actuel n'est pas réfutable. J'en suis pas sûr, et même si c'était vrai, ça n'empêcherait, comme tu dis, qu'il y a des propriétés qui, elles, sont bien définies et qui sont réfutables. Oui, peut-être une. Oui. Merci. Une remarque, question rapide. Pour revenir sur la question du réalisme et de ce qui existe, j'ai l'impression que dans ces cas-là, il faut vraiment bien définir de quoi on parle. Parce que j'ai l'impression que, par exemple, le terme univers, il est un peu trop vague par rapport à ce que nous offre la relativité générale. Et typiquement, dans la relativité générale, l'objet physique, c'est pas l'espace-temps, c'est le champ de gravité. Le champ de gravitation, l'espace-temps, pour utiliser un mot compliqué et technique, mais l'invariance par difféomorphisme, ça traduit le fait qu'un point de l'espace-temps, il n'a pas de réalité physique. Et ce qui est une réalité physique, c'est tout ce qui est invariant.
Et du coup, c'est le champ de gravitation. Et en fait, dans ce cas-là, enfin, comme on disait tout à l'heure, ce qu'on peut mesurer, etc., c'est des caractéristiques de ce champ de gravitation et de la métrique de Robertson-Walker. Et donc, j'ai l'impression que enfin, si par exemple on dit l'univers, c'est l'ensemble des choses qui existent, bah oui, du coup, l'univers existe, mais c'est un peu une pétition de principe. Et enfin, je sais pas si c'est très pertinent. Si je comprends bien ta remarque, tu me dis si je me trompe, mais tu es en train de dire en fait ce qu'il faudrait tester, c'est pas simplement l'univers comme ensemble, enfin, comme la grande boîte qui contient toutes les autres boîtes, c'est cette propriété bien définie dans le cadre de la relativité générale qui est l'invariance par différence. C'est ça? Oui, ouais, ou juste, non, parce que ça, pour moi, c'est un principe, mais c'est plus que la question du réalisme, elle porte sur les objets les objets physiques que postule une théorie. Et l'objet physique que postule la théorie de la relativité générale, c'est la métrique, ou le champ de gravitation. Et du coup, tu vois, non, bien sûr, ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'univers, c'est un peu oui, vague, non, mais je suis d'accord. que... Mais tu vois, quand tu prends une approche, pour le dire bêtement, un peu, dans l'approche de l'argument du miracle, c'est ça que tu chercheras à tester. C'est des propriétés théoriques qui sont au cœur de ta théorie que tu appliques à des systèmes. Mais l'approche expérimentale du réalisme expérimental, elle est un peu plus modeste, d'une certaine manière, et on ne va pas essayer de tester ce paramètre-là. Ce qu'on va essayer de tester, en fait, c'est des paramètres qui sont plus directement mesurables et variables, mais qui découlent quand même de l'application de la relativité générale à l'univers, et donc qui découlent en fait des équations de Friedmann de Mètre, qui sont des paramètres cosmologiques, notamment la courbure ou la densité. Voilà. Ok, merci. Oui, c'est pour rebondir là-dessus et pour abonder dans ce sens, parce que, en fait, l'espace-temps, c'est pas une variété, c'est une classe d'isomorphisme de variété. Enfin, c'est un détail peut-être un peu technique, mais tout ce qu'on mesure, ce sont des relations. Pour le dire de manière simple, une relation entre un objet mesuré et un observateur. Et les relations sont précisément ce qui est invariant par difféomorphisme dans la relativité générale. Donc, évidemment, on ne peut pas discuter dans tous les détails, mais ce qui est considéré comme réel, c'est évidemment ce qui est invariant sous les différents, ce qui est covariant. Et ça rejoint la discussion qu'on avait à propos de monde, qui n'est pas covariant, donc qu'on ne peut pas considérer comme une théorie qui parle de choses réelles tant qu'on ne l'a pas rendu covariant. Mais tout à fait d'accord avec ça, et j'abonde encore plus même, oui. Un dernier mot avant qu'on clôt la session, mais vraiment j'en ai une seconde. Très rapide. Juste pour dire, pour revenir sur cette question de définition de l'univers comme ensemble des systèmes physiques qui existent, l'ensemble de tous les systèmes physiques, c'est une définition que j'utilise en sachant pertinemment que c'est celle-là qui a été utilisée par des philosophes pour dire qu'une cosmologie était impossible. C'est un peu une définition paradoxale, j'en suis bien conscient. Voilà. C'est pour ça que le bouquin que j'ai écrit s'appelle L'histoire d'une science impossible, parce que pendant très longtemps, on s'est dit que la cosmologie n'était pas possible, et ce qui est marrant, c'est de voir comment elle est devenue, et notamment par une redéfinition de cet objet scientifique qui est l'univers, dû à l'apparition de la relativité générale. Et je me tais, tu vois, c'est terminé. Merci Gauvin. J'ai vu qu'il restait une question sur Zoom. Je suis désolé, on est extrêmement décalé. On a 40 minutes de décalage. Merci Gauvin.